Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Le patron de Wagner, Yevgeny Prigojine, est mort dans un accident d'avion. Lui qui avait défié Poutine, faut-il y voir la main du Kremlin ? Je crois que les observateurs n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de doutes sur l'origine de ce qui s'est passé. Maintenant, on laisse chacun imaginer ce qui a pu se passer, mais voilà, ça en dit, je crois, long sur la réalité du régime russe et du régime de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que cette disparition ressemble à un signal envoyé à tous ceux qui chercheraient à s'opposer à Vladimir Poutine. Ça veut dire que l'Union européenne se prépare à devoir composer longtemps encore avec le président russe ? D'abord, parmi les oligarques, on peut les appeler comme ça, c'est pas le premier qui est victime d'une mort brutale. On a connu les chutes, les défenestrations, les empoisonnements, les accidents d'avion. Voilà, donc c'est la réalité du régime de Vladimir Poutine. Maintenant, en ce qui concerne la guerre, puisque c'est au fond la question que vous me posez, on l'a toujours dit, on se prépare, on est inscrit dans une guerre dont tout nous laisse à penser qu'elle risque de durer. En tout cas, nous sommes préparés à cela. Et nous sommes préparés à répondre de façon très claire aux demandes des autorités ukrainiennes pour pouvoir se défendre contre cette agression. De quelle façon ? À quel point l'Europe est-elle en mesure d'accroître encore son aide militaire et financière à l'Ukraine ? Oui, on l'a du reste dit. On a décidé de soutenir d'abord financièrement, vous venez de le dire, 1,5 milliard d'euros par mois pour soutenir l'Ukraine dans son effort. Et puis, quelque chose qui est très important, l'armée ukrainienne se défend très courageusement, on l'a tous vu, elle a besoin d'armement, mais elle a besoin de munitions. L'Europe a pris, c'est tout à fait inédit, une décision, a fait voter par son Parlement, à une très très large majorité, le Parlement européen, par les États membres, le fait que nous soutenons donc l'accélération de la production de munitions, des obus en particulier, pour les fournir à l'Ukraine. On s'est engagé sur 1 million de ces obus. On fait en parallèle on procède à une augmentation très significative de notre appareil industriel de défense pour faire face à cette demande. Donc oui, l'Europe, et je tiens à le dire, est unanime derrière les demandes de l'Ukraine. L'Europe condamne unanimement cette agression et l'Europe fera tout pour aider l'Ukraine afin qu'elle puisse recouvrer sa liberté. Et les États-Unis formeront les pilotes ukrainiens à partir de septembre, a annoncé Washington hier, alors que le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège ont annoncé la livraison d'avions américains F-16. C'est une étape franchie malgré tout, parce qu'il y avait une certaine frilosité de certains Européens au début. Ça va dans le bon sens, selon vous ? Les demandes d'armement, ça fait maintenant plus d'un an, évidemment, que nous y répondons. 18 mois de guerre. Il y a eu d'abord l'aviation, et on sait qu'un certain nombre de pays, comme la Slovaquie par exemple, pour ne citer qu'elle, la Pologne aussi, ont fourni des avions militaires, MiG, qui sont les avions qui étaient utilisés et qui sont utilisés encore par l'armée ukrainienne. Donc c'est pas la première fois que ça se passe. Maintenant, effectivement, on passe au F-16. Ça a été une demande constante. Mais ça peut changer quelque chose, ces avions, ça peut changer le cours de la guerre ? C'est la continuité de ce qui se passe. Et je le dis très clairement, l'Europe continuera à fournir ce qui est nécessaire à l'Ukraine pour qu'elle se défende, non pas pour qu'elle aille attaquer, et c'est un peu toute la question, mais pour qu'elle se défende. Elle est victime d'une agression. Et nous lui fournissons de quoi se défendre. Et pourtant, Nicolas Sarkozy, alors que la contre-offensive patine, dit qu'il vaudrait mieux explorer encore la voie diplomatique. Il s'en prend au va-t-en-guerre. Il dit d'arrêter d'acheter des munitions, des avions et des chars pour l'Ukraine. Il se trompe, Nicolas Sarkozy ? Écoutez, c'est les propos d'un ex-président. Les ex-présidents, certains s'expriment. Maintenant, ce qui est important, c'est de focaliser sur ceux qui sont en responsabilité. Ceux qui sont en responsabilité, c'est qui ? C'est d'abord l'Ukraine qui est agressée. C'est ensuite l'Union européenne qui a décidé unanimement, je le répète, ce sont tous les États membres, unanimement, qui répondent présents et qui fournissent précisément cet armement. C'est bien entendu les alliés qui continuent à le faire. Alors ensuite, évidemment, viendra, on l'espère, le moment où il y aura
des discussions, des négociations. Mais vous savez, dans les conflits de cette nature, ceux qui sont férus d'histoire, qui ont le temps de s'y pencher, savent qu'il y a 3 éléments importants pour les négociations. Qui, quoi et quand. Qui négociera? C'est évidemment l'Ukraine et c'est évidemment la Russie. Quoi? C'est la reconquête des territoires? Geler une situation? Rien n'est précisé aujourd'hui, rien n'est arrêté et on n'en est vraiment pas là. Et quand? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une volonté des belligérants de discuter? C'est eux qui seront à la table. La réponse est non. Donc il faut effectivement qu'il y ait ces 3 conditions. Et après, évidemment, tout le monde souhaitera qu'on puisse trouver une issue à ce conflit. On le redit, c'est l'Ukraine qui a été attaquée, c'est la Russie qui a fait fi du droit international. Et donc, nous donnons à l'Ukraine les moyens de se défendre et de recouvrer ses territoires. Et encore, par exemple, pendant plusieurs mois, pendant 1 an, si la contre-offensive ne portait pas ses fruits, l'Europe est prête Je vous l'ai dit au préalable, l'Union européenne s'est mise en ordre de marche. Vous savez, il s'agit d'un sujet très sérieux. C'est pour ça qu'il faut vraiment se focaliser sur ceux qui sont en responsabilité. Ce sujet, il est aujourd'hui très sérieux parce qu'il concerne l'architecture de la sécurité de l'Union européenne et de l'Europe, et au-delà, peut-être même du monde. Donc, il faut traiter ce sujet très sérieusement, et j'incite évidemment tous ceux qui ont des commentaires à le faire dans cet esprit. Thierry Breton, vous restez avec nous. On poursuit cet échange après le fil info de 8h40 avec Diane Ferchit. De défi sous des sourcils froncés, Donald Trump a publié sur le réseau social X sa photo d'identité judiciaire appelée mugshot aux États-Unis. Photo prise lors de son bref passage en prison. Donald Trump en état d'arrestation en Géorgie où il est inculpé pour tentative de manipulation des résultats de l'élection présidentielle de 2020. Il a dû verser une caution de $200 000. Une victoire de Marine Le Pen en 2027 est assez probable. Déclaration du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce matin dans La Voix du Nord. Gérald Darmanin qui organisera dimanche à Tourcoing sa toute première rentrée politique. Il doit présenter sa démission aujourd'hui. Luis Rubiales, le patron du foot espagnol, après avoir embrassé par surprise sur la bouche l'une des joueuses de la sélection espagnole. Après la victoire au mondial de foot féminin, la FIFA a lancé une procédure disciplinaire à son encontre. Début de la Coupe du Monde de basket en Asie avec l'entrée en lice de la France des Bleus sans Victor Wembanyama. Il a privilégié sa préparation en vue de sa première saison en NBA. Les Français affrontent le Canada. Coup d'envoi à 15h30 heure française. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambré, Agathe Mahuel. Toujours avec Thierry Breton, commissaire européen chargé notamment de la défense. Thierry Breton, on parlait de la guerre en Ukraine. Nicolas Sarkozy considère que l'Ukraine ne devrait rejoindre ni l'OTAN ni l'Union européenne, mais rester neutre. Ce n'est pas la position de la France ni de l'Union européenne. Ça, où elle en est, cette adhésion? Où elles en sont? C'est la position des 27 États membres qui ont décidé d'ouvrir des discussions pour commencer à se préparer à accueillir l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Ça a été décidé, ça a été discuté et c'est maintenant en route. Voilà, donc c'est ça la réalité géopolitique avec laquelle il va falloir composer. En ce qui concerne, donc ça va prendre du temps évidemment, c'est un processus d'adhésion, il est maintenant décidé par les 27, pas par un pays, pas par 2 pays, par les 27. C'est ça l'Union européenne. Et en échange, l'Ukraine pourrait céder une partie de ses territoires? Alors, c'est pas en échange, c'est une décision qui a été prise, évidemment, dans le contexte que nous connaissons, dans le contexte de guerre que nous avons rappelé tout à l'heure, et où l'Union européenne, avec ses alliés, fournit à l'Ukraine de quoi se défendre pour recouvrer ses territoires. Maintenant, sur l'OTAN, le sommet de Vilnius a été clair. Tant que l'Ukraine sera en guerre, l'article 5 risquant de s'appliquer, donc et il n'y aura pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. On pourra en discuter évidemment lorsqu'il n'y aura plus de conflit, plus de guerre. C'est pas aujourd'hui. Thierry Breton, on parlait tout à l'heure de la mort de Prigojine, patron de Wagner, qui a des implications aussi en Afrique. Des drapeaux russes ont émergé récemment au Niger, par exemple, où les putschistes demandent le départ des troupes françaises. Il existe un rejet des autorités françaises aussi dans la région. Comment doivent réagir la France et l'Europe face à cette instabilité au Sahel? Non, mais on connaît parfaitement le rôle
le rôle de la Russie, alors que ce soit directement ou par le biais de mercenaires. Mais vous savez, on vient de le voir à l'instant, on l'a rappelé tout à l'heure, rien ne se passe en Russie, que ce soit en Russie ou à l'extérieur, sans l'aval évidemment du Kremlin et de Vladimir Poutine. Mais vous dites on connaît parfaitement le rôle de la Russie au Niger, bien par exemple ? entendu, on sait parfaitement, on connaît parfaitement le rôle notamment des plateformes, on connaît parfaitement le rôle de la désinformation. Enfin, tout ceci est parfaitement connu. Vous dites que Moscou est derrière le putsch au Niger ? Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'on connaît parfaitement le rôle de déstabilisation. Et vous faisiez allusion des drapeaux, on sait très bien comment ceci devient par moments quelques réalités, souvent amplifiées du reste par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, le Wagner a joué un rôle que tout le monde connaît. Alors c'était un peu pratique, un peu pour la Russie de dire Wagner était une société privée, donc on n'a rien à voir. La réalité n'est pas celle-là, on le sait bien. Et du reste, ça va être extrêmement intéressant de voir ce qui va se passer. Je ne suis pas de ceux qui croient que l'influence de Wagner ou de ceux qui vont succéder à Wagner sera réduite en Afrique. Non, je pense que ça va continuer. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Ça fait partie d'une politique déterminée de la part de la Russie. Et donc, il faut évidemment que nous en tenions compte. Mais quelle place alors pour la France et l'Europe ? Mais la France intervient lorsque les États lui demandent d'intervenir. Je le rappelle, la France est intervenue au Sahel parce que les États souverains ont demandé de l'aide. C'est toute la question aujourd'hui. Donc c'est dans ce contexte évidemment que la France intervient et que les autres pays, que l'ensemble des pays de l'Union européenne interviennent à la demande. On s'en souvient. C'était évidemment pour lutter contre les extrémismes, le djihadisme, on le sait très bien, la création éventuellement de califats. Donc la France est intervenue, l'Union européenne est intervenue, encore une fois, lorsque les États lui demandent de le faire. C'est notre coopération. Et ces opérations ont-elles été un succès, comme le dit Emmanuel Macron dans Le Point ? Mais quand on voit effectivement, si jamais effectivement la France et les États européens qui se sont joints à cette demande, à ces demandes, si la France n'avait pas répondu présente à ces demandes, il est absolument évident qu'on aurait aujourd'hui des califats avec tout ce que ça comporte en matière de déstabilisation, encore plus qu'aujourd'hui. Donc oui, bien sûr que la France a eu raison et le président de la République a eu parfaitement raison de le rappeler. Thierry Breton, on va parler de la nouvelle législation européenne sur les contenus en ligne qui entre en vigueur aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer, par exemple, quand on appuiera sur le bouton « Signaler un tweet » ? Voilà. D'abord, pour nos auditeurs, ça a été bien expliqué, je crois, sur vos antennes depuis ce matin, il s'agit donc des 19 plus grandes plateformes, donc dites systémiques, c'est-à-dire celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs chaque mois. On parle de Google, d'Instagram, de Facebook, de l'ancien Twitter. Snapchat, etc. Donc ça, c'est vraiment celle-ci, pour l'instant, dont il s'agit. En février 2024, il s'agira de toutes les plateformes qui auront des obligations qui sont à peu près similaires, avec un peu moins de contraintes, mais on se focalise d'abord donc sur les très grandes, celles qui ont le plus de responsabilités. Donc oui, il y a peut-être 3 éléments importants à avoir en tête pour nos auditeurs. D'abord, la nécessité maintenant pour ces plateformes d'avoir de façon très visible un bouton, on va dire, d'accès si jamais ils voient une infraction qui est commise, par exemple des propos haineux, des actes qui appellent au terrorisme, de la pédopornographie, un tweet antisémite. Donc il y a un bouton très clairement, ça doit être extrêmement visible, que l'on peut activer pour signaler précisément cet acte délictueux qui se passe sur nos réseaux. Deuxième élément, les plateformes devront réagir très vite, dans les 24 heures, mais toujours en informant ce qu'elles vont faire. Et j'entends certains dire ça va être la fin de la liberté. Au contraire, c'est beaucoup plus de liberté. C'est la garantie de nos libertés. C'est tout sauf le ministère de la censure. C'est le fait que précisément on rentrera directement en contact avec l'auteur du tweet et on expliquera pourquoi on doit faire quelque chose, si on doit faire quelque chose. Le deuxième élément, c'est que dans des cas très particuliers, il existe des plateformes comme par exemple Pharos ou d'autres qui sont des plateformes d'entités qui sont qui peuvent alerter donc, et qui sont reconnues comme telles par les autorités. Donc, si jamais, on pourra les saisir et là avoir une réaction encore plus rapide. Et puis le troisième point, c'est le fait que, où que l'on soit en Europe, la législation s'applique partout de la même façon. Et donc,
en cas vraiment d'acte très grave, on pourra saisir un juge tout de suite qui pourra intervenir immédiatement et non seulement donner une injonction à la plateforme d'arrêter tout de suite, faute de quoi, amende, on le sait, 6% du chiffre d'affaires, et si à répétition, possibilité d'interdire l'exploitation de la plateforme en Europe, donc sous la demande d'un juge, où que l'on soit et de façon facilitée. C'est-à-dire qu'on pourra aller au commissariat local, sûr, par exemple, voilà, pour déposer plainte. Mais exactement. ça, c'était pas le cas avant. C'est-à-dire et puis il fallait voir où était la plateforme. Souvent elles étaient en Irlande, par exemple. Là, maintenant, ce sera la même chose partout en Europe et ce sera évidemment très facilité. Donc, obligation, transparence, impossibilité aussi désormais d'avoir, vous savez, souvent on dit, voilà, recommandé pour vous, on vous met de la publicité ciblée, on se demande pourquoi, est-ce que c'est parce que j'ai des opinions politiques qui sont celles-ci, est-ce que c'est parce que je viens de tel pays, est-ce que, voilà, donc tout ça, ce sera interdit. Évidemment, contrôle très strict pour les jeunes, et notamment tout ce qui concerne la pédopornographie. Concrètement, plusieurs organismes ont démontré que le nombre de tweets antisémites a doublé depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter. Vous nous dites qu'à partir d'aujourd'hui, avec cette nouvelle législation, il y en aura progressivement de moins en moins ? Alors, deux choses. D'abord, évidemment, la réaction immédiate. Donc ça, c'est pour précisément signaler un acte délictueux et qu'il soit corrigé dans les 24 heures. Et puis, et par rapport à ce que vous dites, la nécessité tous les 6 mois d'avoir, et notamment pour les grandes plateformes, des audits qui vont nous démontrer précisément ce que vous dites là. Bon, je n'ai pas de raison de douter de ce que vous me dites, mais fait par des audits professionnels pour voir précisément ces tendances, pour pouvoir les analyser tous les 6 mois et en tirer les conclusions, si jamais précisément c'est ce qui se passe. Donc c'est pas fait uniquement parce que quelqu'un va faire une comptabilité, on va le faire de façon professionnelle, sous le contrôle, donc encore une fois, de la législation, pour nous permettre de prendre des décisions, si ce que vous dites est vrai, bien entendu, des décisions seront prises, des sanctions seront prises, si jamais il n'y a pas de correction. Donc on aura tous les 6 mois ce regard extrêmement affiné. Vous savez, c'est un peu comme les audits qu'il y a pour les grandes banques systémiques. On fait la même chose, on regarde en permanence ce qui se passe pour éviter précisément ce type de dérive. Beaucoup plus de transparence aussi sur les algorithmes, on n'en a pas parlé, mais c'est très important. On sait que beaucoup de contenus sont des contenus artificiels qui sont poussés par des algorithmes, donc ceci sera maintenant impossible. Donc voilà, on a vraiment un élément qui est un élément complet qui va permettre 2 choses. D'abord, de retrouver, je dirais, de mettre du droit dans cet espace informationnel, mais aussi, j'insiste là-dessus, parce que je l'ai dit tout à l'heure, de permettre aussi d'avoir plus de liberté. Quand on s'exprime, on peut s'exprimer. On n'aura plus la possibilité, par exemple, vous vous souvenez, vous parlez tout à l'heure de Twitter devenu X, lorsque, à l'époque, Twitter avait décidé de bannir Donald Trump du réseau de façon unilatérale. Ça, ce ne sera pas possible. Donc, on ne peut plus bannir quelqu'un. Il faut rentrer dans un dialogue, il faut qu'il y ait un échange, et après, qu'on explique. Et c'est évidemment sous le regard de la loi. On va revenir sur ces garde-fous tout à l'heure. Dans un instant, Thierry Breton, vous restez avec nous. D'abord le fil info, 8h50, Diane Ferchit. Un homme talentueux qui a commis des erreurs, l'hommage en quelque sorte de Vladimir Poutine après le crash de l'avion de Yevgeny Prigojine mercredi, le chef des miliciens de Wagner dont le corps n'a pas encore pu être identifié. Une photo historique déjà imprimée sur des t-shirts, la photo d'identité judiciaire de Donald Trump. Il a brièvement été placé en état d'arrestation en Géorgie hier, libéré contre une caution de $200 000. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin attendu à Nîmes, dans le quartier de Pisevin, après la mort d'un enfant de 10 ans et celle d'un jeune de 18 ans cette semaine. 75 CRS et 15 membres du RAID vont y être déployés à partir de demain, en plus de la CRS 8, des renforts qui doivent rester plusieurs semaines sur place. Le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, lui l'assure, on va avoir le budget le plus vert de notre histoire. Sur France 2, il évoque ce matin également les franchises médicales. La piste à l'étude est de les doubler, dit-il, tout en tenant compte des situations les plus difficiles pour les patients. 20 départements du sud-est restent ce matin en vigilance orange à la canicule, mais plus aucun n'est en rouge sur la carte de Météo France. Les températures qui commencent à redescendre avec l'arrivée des orages. 30 départements de l'est du pays sont en vigilance orange. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambré, Agathe Mahuet.
toujours avec Thierry Breton, commissaire européen chargé notamment du numérique. On parlait de la nouvelle réglementation européenne, de la nouvelle loi européenne pour les plateformes. Le ministre délégué au numérique en France vient de saisir la justice contre un site, le site Rencontre Ado, accusé d'héberger des pédophiles. Google a supprimé cette appli dans la foulée, mais ce site ne pratiquait absolument aucune modération. Est-ce que, avec cette nouvelle loi, eh bien, ça ne se serait pas passé comme ça ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est les très grandes plateformes, celles de plus de 45 millions d'utilisateurs. C'est un site trop petit pour l'instant. Donc celui-ci, c'est un site qui est plus petit. Tous les sites vont passer sous la même loi, mais on leur laisse un tout petit peu plus de temps pour s'adapter. Alors combien de temps alors ? Jusqu'au 17 février 2024. Donc il y a encore 6 mois. Évidemment, il faut qu'ils s'adaptent tous. Et donc à partir de février 2024, tous les sites, y compris celui auquel vous venez de faire référence, devront appliquer la loi. Et donc ceci sera impossible. Entre-temps, évidemment, il y a la loi actuelle qui s'applique, donc il faut saisir évidemment la justice. C'est évidemment un peu plus compliqué. Sur le site dont vous parlez, en fait, je crois qu'il est hébergé en Belgique, donc il faut aller passer par la Belgique, c'est compliqué. C'est faisable, mais c'est compliqué. C'est compliqué, la Belgique, c'est l'Europe ? Oui, mais il faut avoir quelqu'un qui puisse aller porter plainte en Belgique. C'est effectivement compliqué. Il faut avoir un avocat. C'est des démarches qui sont lourdes. À partir donc de février, puisqu'encore une fois, on est à côté de chez soi. C'est exactement la même chose pour tout le monde. C'est le DSA qui s'appliquera pour tout le monde. Il y a des obligations supérieures, évidemment, pour les très grandes plateformes, mais aucune espèce, évidemment. Ces pratiques qui sont dénoncées et que j'ai lues aussi comme vous seront condamnables et condamnées. Est-ce que les réseaux, les sites que l'on évoque là se sont donné les moyens en recrutant suffisamment de personnes, notamment dédiées à tout cela ? Écoutez, nous allons le voir dès aujourd'hui, puisqu'on va donc maintenant les mettre sous surveillance. Elles le savent, elles l'ont accepté, puisque c'est les règles du jeu. Mais vous n'avez pas connaissance de chiffres de Bien recrutement ? sûr. Certaines ont été rendues publiques, comme par exemple Meta, qui a dit qu'il avait recruté Mark Zuckerberg plus de 1000 personnes pour faire de la modération. Donc nous avons conduit... C'est déjà très significatif. On va voir ensuite. Encore une fois, je suis maintenant le régulateur. On va le voir. On va juger sur pièce, si je puis dire. Mais c'est vrai que nous avons, pour répondre à votre question différemment, nous avons proposé à toutes ces plateformes pour qu'elles se préparent. Parce que non, qu'est-ce que l'on veut ? On veut, nous, qu'elles puissent se conformer au droit européen, qui est un droit qui protège, encore une fois, tous nos concitoyens. C'est ça dont il s'agit, qui protège les internautes, qui protège les familles, qui protège les entreprises, mais qui respecte encore une fois les libertés individuelles. On veut que chacun puisse le faire. Donc on a procédé à des on appelle ça des tests en blanc, des stress tests. C'est-à-dire que des employés de Twitter, par exemple, ont été confrontés à des tweets oui, illicites et on leur a demandé comment vous faites. On est allé les voir, on a envoyé nos équipes pour discuter avec elles, pour passer 1 jour ou 2 jours avec elles, leur expliquer ce qu'on allait regarder, ce qu'elles devaient faire. Donc il y a eu des échanges qui ont été très fructueux. 5 d'entre elles ont répondu présent. Ça a été des moments importants, précisément, pour cette mise en conformité. Les sanctions, elles vont intervenir rapidement ? Dès aujourd'hui, la loi s'applique, et donc toute la loi, y compris dans son volet sanctions. Thierry Breton, vous êtes aussi commissaire européen chargé de l'espace. Le premier vol du lanceur européen Ariane 6 a accumulé les retards. C'est pour quand ce vol inaugural ? Écoutez, je me suis beaucoup entretenu avec les dirigeants d'Ariane, évidemment, et les autorités compétentes, parce qu'il est absolument indispensable que nous ayons un accès avec un très gros lanceur à l'espace. Donc, les informations dont je dispose, elles ont été rendues publiques, c'est qu'on est maintenant en phase finale, donc j'espère qu'on va c'est un très gros programme scientifique et technologique. Il y a eu du retard, c'est vrai. Et en attendant, ce sont les Américains qui en profitent. Et en attendant, voilà, on est dans la situation où nous sommes, donc j'ai aucun doute que Ariane 6 sera un très grand succès. On souhaite que ce soit le plus rapidement possible. Entre-temps, effectivement, nous avons à lancer un certain nombre de satellites. Donc, on est en train de regarder précisément comment le faire, et y compris, et je le dis très clairement, tant que Ariane 6 ne vole pas, pendant les quelques mois qui nous restent, s'il y a une nécessité, on saura évidemment faire appel à ceux qui pourront nous permettre de combler, je dirais, ce manque pendant les quelques mois. Ce seront évidemment des pays, vous l'imaginez bien, qui sont des pays alliés
On peut penser évidemment aux États-Unis, il y a aussi évidemment le Japon qui a un accès, il y a l'Inde, on l'a vu encore dernièrement. L'espace est redevenu ce terrain stratégique d'affrontement entre les grandes puissances, Thierry Bien Breton. sûr, l'espace fait partie de ce qu'on appelle le domaine contesté. C'est un domaine qui est un domaine sur lequel il faut avoir clairement une présence, mais également une présence militaire pour contrôler ce qui s'y passe. On le sait. Ça fait partie du reste de notre boussole stratégique. C'est un élément extrêmement important. L'Europe est une très grande puissance spatiale. Et oui, nous devons. On ne peut du reste exister qu'au niveau européen, on le sait. L'ESA fait un très bon travail. La Commission joue un rôle aussi très, très important. Et pourtant, on investit beaucoup moins, par exemple, que la Chine et les États-Unis. Pour 2023, les États-Unis, c'est 25 milliards de dollars face à 10 milliards de budget pour l'Union européenne. Pourquoi certains pays investissent? Pour l'Union européenne, c'est plus. Mais encore une fois, l'Europe est une très grande puissance spatiale. On s'est focalisé, nous, effectivement, sur les infrastructures, sur les lanceurs, et puis aussi sur tout ce qui est développement scientifique. On se souvient qu'on a quand même réussi à envoyer, alors on se félicite à juste titre du reste, du fait que l'Inde, c'est formidable, a réussi un alunissage donc, de sa fusée, donc sur la face cachée. On se souvient aussi que l'Union européenne a réussi quelque chose qui est extraordinairement compliqué, c'est-à-dire d'aller envoyer une sonde sur une comète. Donc voilà, chacun se donne peut-être des moments importants, des domaines importants. L'Europe est très, très, très puissante dans tout ce qui concerne le scientifique. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, merci d'avoir accepté ce matin l'invitation de France Info. Bonne journée.